merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Donc on a donc décidé ce soir de vous présenter le thème de la conférence est l'entrepreneuriat, et on a décidé de se focaliser sur finalement comment monter sa start-up. Donc on a la chance d'avoir ce soir trois anciens de l'ECE qui ont vécu en fait cette expérience entrepreneuriale et qui ont donc monté leur start-up. Donc en fait on a Aurélie Perruche qui a monté maspatule.com et d'autres projets, on va y revenir. Thibault Louis Lucas qui a monté la startup Happiness et qui produit l'application Pistache. Et nous avons également Vianney Raskin qui est donc à la tête de la startup Green Alternative. Et nous avons également la présence de David Olivier qui est donc directeur de la valorisation des projets et responsable de l'incubateur à l'ECE. Donc on va tout d'abord commencer en fait par une petite présentation de chacun. Donc je vais commencer par toi Aurélie. Donc tu es promotion 2008. Tu as fait la majeure système embarqué. Tu étais membre en fait du SDI quand tu étais ici à l'ECE. Et tu as fait ton stage d'études à Thales et tu as poursuivi en fait tes études en faisant un master donc innover entreprendre à l'ESCP Europe, durant lequel tu as finalement retrouvé Ivan Morales qui est là ce soir, qui est également un ancien de l'ECE, avec qui tu as monté donc en 2009 la startup Likiwi, qui est une startup qui vous a permis de développer une application mobile pour téléphoner gratuitement. En 2011, vous lancez également dans un nouveau projet qui est donc maspatule.com, donc un site internet qui vend des ustensiles de cuisine en ligne. Et en 2013, vous rachetez Cookit, qui était l'un de vos sites concurrents. Donc, ma première question en fait s'adresse à toi. Finalement, on peut se poser la question de savoir comment trouver finalement l'idée de départ. Est-ce qu'il y a une phase d'expérimentation? Comment est-ce qu'on débute justement un projet tel que celui que tu as mené? Alors, l'idée de départ, en fait, vient souvent d'un constat personnel. Dans le cas de Likiwi, le constat était venu d'Ivan qui était en Chine et qui n'arrivait pas en fait à appeler, qui n'arrivait pas à avoir une application gratuite pour téléphoner à ses proches en France. Maspatule, ce qui s'est passé, c'est tout simplement en fait, un jour j'ai voulu acheter des ustensiles pour mon appart et en fait, j'ai pas su où les acheter. Je me suis posé la question en me disant où est-ce qu'on peut trouver des ustensiles un peu design, de qualité, coloré, etc. Et en fait, je n'avais pas la réponse à cette question. Et Maspatule a démarré tout simplement comme ça. Et effectivement, alors Maspatule, on a testé en fait, donc dans chaque projet, en fait, on est toujours parti du principe qu'il fallait d'abord tester en fait, que ce soit un produit, un service ou autre. En fait, il faut essayer de le tester à moindre coût pour voir s'il y a un marché et si on est capable finalement de gagner sa vie avec. Et Maspatule, en fait, au démarrage, alors c'est la petite anecdote qu'on raconte quand tout va bien des années après, mais en fait, la logistique était dans le garage chez mes parents. Et pire que ça, c'est qu'en fait, au démarrage, on a tout simplement pris exemple sur ce que faisaient les autres, notamment les grands magasins, et on a mis des produits en ligne qu'on n'avait absolument pas en stock. On les a mis sur Maspatule, on a attendu que les gens nous les achètent, et qu'en fait, quand ils nous les achetaient, on allait les acheter au Galeries Lafayette, on les envoyait. Donc le circuit était plutôt assez court, on l'envoyait assez rapidement. Et au moins, ça nous permettait de voir ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Après, on commandait chez nos fournisseurs et puis on allait se faire rembourser. Bon, ça, c'est quand il y avait quelques pièces, parce qu'après, avec des dizaines et des dizaines de commandes, on ne le faisait plus. Mais ça, tout simplement, ça nous a permis de le tester à moindre coût, parce que concrètement, on n'a pas dépensé d'argent. Et à ce moment-là, on s'est dit, oui, il y a vraiment un réel intérêt de continuer et du coup de faire du stockage auprès de marques, etc. Parce qu'on sait qu'il y a un public, on connaît notre cible, et donc on peut, à partir de ce moment-là, développer notre entreprise et faire ça à chaque étape en fait, du développement de l'entreprise. Très bien. Du coup, Thibault, donc, je passe à toi. Donc, tu es issu de la promo 2014.
tu as fait la majeure SI, tu étais en fait, tu t'es investi au sein de la junior entreprise de l'école, GIS. Tu as fait ton stage de fin d'études chez Thales et tu as poursuivi en fait tes études en faisant un master Innover Entreprendre à l'ESCP Europe, durant lequel tu as rencontré finalement ceux qui sont devenus les cofondateurs de la start-up que tu as montée en 2015, qui est Happiness, qui est donc, comme je le disais, une start-up qui vous a permis de développer une application, donc Pistache, qui est une application éducative pour motiver les enfants dans leurs tâches quotidiennes. Donc ma question en fait c'est c'est le même type de question, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment le projet a débuté, comment est-ce que vous avez eu cette idée de développer cette application? Ce qui est marrant, c'est que par rapport à ma voisine, on a eu à peu près la même formation du coup, parce qu'on a fait le CE et le SCP, et on a eu exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'on avait pour objectif de valider le plus vite possible notre idée, parce qu'on est quand même sur une application mobile, et les applications mobiles, il y en a 3000 qui sortent par jour, et il y en a une qui réussit à s'imposer tous les 6 mois. Du coup, on a commencé par faire du DIE, en fait. Très très rapidement, en 3 semaines, je pense qu'on avait une application qui était disponible sur les stores, et qui reprenait les grands principes de Pistache. Et là, on s'est rendu compte assez immédiatement qu'on répondait à un vrai problème, le fait d'essayer de retrouver de l'harmonie au foyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un parent, quand il rentre à 20h après une grosse journée de travail, il se prend la tête avec ses enfants parce que les devoirs ne sont pas faits, parce qu'il faut faire en sorte que ses enfants prennent leur bain. Et avec Pistache, et simplement en fait avec juste le fait de visualiser son tableau des tâches, les enfants vont faire leurs devoirs tout seuls en étant motivés, vont faire leurs devoirs, vont prendre leur bain, vont s'occuper vraiment d'eux-mêmes. Donc on s'est rendu compte que Pistache marchait. On a très rapidement organisé un Kickstarter qui nous a permis de lever 20 000 € sans communauté. Donc on était plutôt satisfaits. Ça nous a permis de travailler une vraie version qu'on a sortie en octobre 2015 pour le salon Kid Expo. Là aussi, on a pu se rendre compte hyper rapidement qu'il y avait un intérêt, parce que je crois qu'on avait vu 500 personnes sur le salon, et juste après, on avait 800 téléchargements. On s'est rendu compte qu'il y avait une petite viralité qui commençait à s'installer. Et on s'est aussi rendu compte qu'on s'était planté sur plein de trucs sur la réalisation du concept. C'est-à-dire qu'on s'était trompé de cible, on s'était trompé de visuel, on s'était trompé dans l'ergonomie de l'app, et on s'était trompé sur le moyen de monétiser l'app. Donc ça faisait quand même pas mal de catastrophes, mais on avait quand même validé, en étant à peu près sûr de nous, qu'il y avait un vrai intérêt autour du concept. Donc on a pris tout l'hiver pour retravailler le produit, et en parallèle de ça, on a levé des fonds. On a levé 200 000 €, et au moment où on a eu l'argent, on avait un nouveau produit qui était dispo, et ça c'était à peu près juillet dernier. Et en 4 mois, on est allé chercher 120 000 downloads sur la nouvelle version de Pistache, avec là une validation qu'il y avait un vrai intérêt, et que ça se convertissait derrière en rétention, en viralité, et qu'on arrivait à monétiser l'application. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que Pistache a des fonctionnalités de monétisation intégrées, et je crois qu'on est à 3% de conversion. Pour info, il nous faut 4,5 je crois pour que l'acquisition sur Pistache soit rentable. Et en parallèle de ça, on a un modèle B2B qui fait que tout ce qu'on a investi en marketing dans Pistache a déjà été rentabilisé, ce qui est relativement rare dans le cas d'une application B2C. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. Très complet, merci beaucoup. Du coup, je passe à toi, Vianney. Donc, tu as été diplômé en 2012. Tu as fait, alors petite particularité, les majors énergie, environnement et système d'information au sein de l'ECE. Tu étais membre de CE Entreprises, tu as fait ton stage de fin d'études chez Bull. Et tu as en fait poursuivi tes études par un master en administration des entreprises à l'IAE de Paris. En 2011, tu as monté la start-up donc, Green Alternative avec Maxime Pertu, qui est aussi un ancien de l'ECE et qui est du coup l'autre cofondateur de cette start-up. Vous avez été accompagné dans votre démarche par l'incubateur ECE. Et donc vous êtes une société de services spécialisée en efficacité énergétique, et donc vous développez des outils techno qui vous permettent d'analyser et puis de détecter les gaspillages dans les bâtiments.
Donc j'ai envie de dire, même question pour toi en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment est née cette idée de départ, quelles sont les personnes en fait qui t'ont accompagné au début et comment les choses se sont déroulées? Ouais. Alors moi pour le coup ça n'a rien à voir avec vous deux. Moi ce que je vais vous dire c'est pas forcément du tout un exemple à suivre. Quand on a monté Green Alternative avec Maxime, en fait on l'a fait parce qu'on s'ennuyait en stage. C'est-à-dire que on était, comme tu disais, stagiaires du groupe Bulle, l'un comme l'autre. Et on s'était un peu bagarré pour avoir notre stage et on avait réussi finalement à convaincre notre maître de stage de nous prendre tous les deux alors qu'il n'y avait qu'une seule place à la base. Et du coup, forcément, ça a divisé le travail par deux et en plus, le stage en question était un peu moins alléchant que sur l'offre et on a eu du coup beaucoup de temps. Donc on s'est dit qu'il y avait UCI qui arrivait derrière, qu'il fallait gagner des sous, qu'on allait rentabiliser le temps qu'on avait et on a commencé à faire plein de choses sauf aller en stage. Donc, mais ils étaient d'accord, hein. Enfin, on avait terminé ce qu'on devait faire en 3 semaines, on avait fait ce qu'on devait faire en 6 mois, il n'y a aucun problème. Ils avaient dit, allez-y les gars, faites du télétravail, et amusez-vous. Donc on a été, du vendredi au lundi, on était sur les trains, on vendait des croque-monsieur et des coca aux passagers. On faisait de la mise en place de PLV dans les points de vente, dans les kiosques à Paris. Donc à l'époque c'était Le Parisien et Génie Course, les trucs de course de chevaux. On mettait en place clairement des flèches pour dire ici il y a Parisien, il faut l'acheter quoi. Donc voilà, on a fait pas mal de petits jobs comme ça en parallèle de notre stage pour gagner des sous. Et il y a une opportunité qu'un de nos copains qui avait fait le CE aussi, je crois que c'était ta promo d'ailleurs, Pierre Duchesne, qui avait monté Avob, qui est une boîte qui tourne toujours aujourd'hui, nous a dit les gars, si vous avez du temps, moi je trouve que vous avez l'opportunité avec vos stages d'aller voir les directeurs des services informatiques des collectivités territoriales, proposez-leur Avob et vous verrez bien ce que ça donne. Donc on a commencé à travailler comme ça pour Avob en faisant de l'apport d'affaires. Et comme on a vu que ça marchait un petit peu, on s'est dit, quitte à aller voir quelqu'un pour lui proposer Avob, on ne va pas lui proposer que Avob, on va lui proposer tout ce qui existe en matière d'efficacité énergétique sur Terre et on verra bien ce qu'il est prêt à prendre. Donc on a commencé à créer comme ça un réseau d'entreprises partenaires dont on était des commerciaux multicartes. Et en voyant que les gens avaient un intérêt pour ces solutions d'efficacité énergétique, mais qu'il n'y en avait pas un seul qui était capable de savoir laquelle était adaptée à son produit, à son problème, on s'est dit qu'on pouvait peut-être créer une valeur ajoutée dans notre démarche et en fait décider pour lui, faire une étude pour lui dire voilà, telle solution c'est bien, telle autre solution c'est moins bien, voilà l'intérêt et les intérêts et les inconvénients de chacune des solutions qu'on peut te proposer. Maintenant, à toi de voir laquelle tu veux. Et comme on est ingénieur, Maxime avait fait SI, on a tous les deux fait SI en premier, puis après on a tous les deux partis en énergie et environnement. On s'est dit qu'on allait trouver une techno qui allait nous permettre d'automatiser un peu la démarche, parce que faire des études pour calculer les temps de retour sur investissement, etc., c'est un peu rébarbatif, et puis c'est un peu tout le temps la même chose, donc on s'est dit autant automatiser par un logiciel, et en partant du logiciel, on a développé le boîtier de mesure qui permet de faire la cartographie énergétique d'un site, et donc de simuler l'impact des solutions qui existent sur le marché en matière d'efficacité énergétique. Donc en fait, tout le travail qu'on faisait pour ces sociétés dont on était apporteur d'affaires, on l'a automatisé. Donc on a après ça a enchaîné, on a créé l'audit énergétique, c'est devenu obligatoire, donc ça nous a permis de nous lancer, de proposer plein d'autres trucs. Et aujourd'hui, on a un mission statement qui est beaucoup plus large, on fait de l'efficacité et de la performance environnementale des entreprises, en ayant la particularité d'être une GEI, donc une jeune entreprise innovante, et en s'appuyant sur pas mal de techno aujourd'hui. Donc il y a toujours le boîtier de mesure, il y a toujours ce logiciel d'analyse. Maintenant on développe une plateforme web Big Data qui nous permet en fait de faire exactement la même chose, mais gratuitement, sans ayant besoin d'installer des capteurs ou autre. Donc voilà, c'était quoi déjà ta question? C'était... Je suis capable de continuer comme ça sans y répondre. C'était savoir comment le projet démarre. Voilà, donc le projet est né par accident. Par contre, ce qui n'est pas né par accident, c'est qu'on a tous les deux, Maxime comme moi, a toujours eu envie de monter une boîte. On avait déjà essayé de réfléchir à plein de sujets avant de se dire, tiens, on va monter une boîte. Donc l'envie entrepreneuriale était là. On a eu l'opportunité, presque malgré nous, de le faire, sans vraiment y penser au départ. Il y a un moment donné où on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit on va peut-être faire industrialiser le truc et faire en sorte que ça devienne vraiment un vrai projet entrepreneurial et pas qu'une excuse pour aller faire la fête à Los Angeles. Et du coup, c'est devenu une alternative. Ok, merci. Et donc comme je le disais, en fait, vous avez été accompagné par l'incubateur SE. C'est ça la question. Ce qui me fait une excellente transition vers finalement David Olivier, qui du coup peut nous expliquer en fait quel est le rôle de l'incubateur, qu'est-ce qu'on peut y attendre, qu'est-ce que les élèves peuvent y attendre en fait, quel type d'accompagnement.
Ok, moi je suis pas entrepreneur, moi j'arrive dans l'école en 2012 dans un cadre bien précis, en fait c'est de travailler sur les projets de fin d'études à travers un programme de valorisation des projets. Auparavant en fait j'étais à l'accompagnement en fait des créateurs d'entreprises issus plutôt du monde académique en travaillant dans des pôles de compétitivité, des réseaux d'accompagnement. Et voilà, l'école fait appel à moi, je me dis intéressant parce que finalement c'est la même formation que j'ai suivie, intéressant en fait de jouer sur cette période pour en fait avec les mêmes axes d'accompagnement, c'est-à-dire d'écouter en fait un projet, de l'observer, de voir en fait sa valeur ajoutée au regard des attentes économiques et sociétales. Et surtout en fait d'inciter les élèves à s'engager sur ces projets. Donc déjà en fait en amont de l'aspect entrepreneuriat qui était plutôt mon métier avant d'arriver dans l'école, ce qu'il y avait c'était un aspect de développement pédagogique mais dans une vue de responsabiliser chaque élève de l'école sur sa formation et l'engagement qu'il peut avoir à travers sa formation. Donc je pense que vous devez connaître ce programme de valorisation des projets. Il y a possibilité de déposer des brevets, de faire une publication scientifique, de faire des concours, des partenariats, et en fil conducteur, l'entrepreneuriat. Donc sur ce mode d'accompagnement dans l'école, on observe les projets, les élèves s'engagent, prennent du recul en fait sur ce qu'ils sont en train de développer, pas simplement sur l'exercice qui vise à donner une note, mais plutôt, vous êtes en stage, le stage ça se passe pas très bien, qu'est-ce que je peux faire à travers ça? J'ai mon idée, et je vois en fait que le réseau autour de moi peut m'appuyer et me donner envie. Thibaut, toi tu étais chez Thales, un super projet, c'est peut-être aussi à travers en fait, ce projet que tu t'es dit, mais je peux être force de proposition, et quitte à monter ma propre boîte. Enfin voilà, c'est ce qu'on essaie de développer comme esprit. Esprit d'être force de proposition et d'être engagé en tant qu'ingénieur qui va répondre à des problématiques, mais en proposant et en développant. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et on s'est dit, du coup, autant l'appuyer dans cette bascule entre ce qui s'est passé dans l'école à travers un projet et la partie qui suit, de se dire, maintenant, en fait, je suis plus étudiant, je suis plus dans la protection de l'école, c'est mon propre projet, je vais prendre des risques dessus et je vais me lancer. Donc l'école dès 2012 s'est lancée dans le lancement de l'incubateur. Les premiers à être rentrés dans l'incubateur, c'était Grille Alternative et voilà. Et un autre projet en fait qui est devenu Prism, que vous devez connaître aussi. Et l'objectif en fait de cette période d'un incubateur, c'est de passer de la posture d'étudiant à la posture d'entrepreneur et puis d'accompagner la structuration de l'activité. Donc dans cette période d'incubation, nous, ce qu'on travaille, c'est plutôt l'équipe fondatrice, la structuration administrative de la boîte qui va se créer, et aussi et surtout la stratégie de développement. Être capable en fait de jouer avec la preuve de concept qu'on a développée, les partenaires autour, et de mettre en place des étapes de développement en prenant en compte, et c'est primordial et on l'entend dans les trois présentations, l'aspect usage, et que l'aspect usage en fait marche par des boucles d'observation et qu'on développe son projet par ça. Donc on est en soutien dans ce sens. Ok, très bien. Donc en fait, vous avez parlé à juste titre en fait de l'équipe en fait finalement qu'on monte pour créer en fait sa start-up. Et donc ma question va s'adresser à Aurélie en fait, à savoir vous êtes donc deux élèves finalement issus de l'ECE. Est-ce que finalement c'est pas finalement quelque part un handicap d'être deux ingénieurs, de ne pas avoir d'autres profils en fait que des profils ingénieurs quand on veut monter sa boîte? Alors en fait, pour moi l'essentiel c'est, bon il y a le profil, mais en fait ce qu'on dit souvent dans l'entrepreneuriat c'est que l'entrepreneur est souvent seul. Et que, en fait, au-delà du profil, c'est vrai qu'entreprendre tout seul, c'est souvent compliqué. Donc déjà, effectivement, moi, je suis très contente d'avoir
fondé les sociétés avec Ivan, parce qu'en fait, ça permet de ne pas être seul dans le bateau. Au-delà de ça, même si on est deux ingénieurs, on n'a pas du tout, enfin, on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas les mêmes sensibilités, on s'occupe pas de la même chose, on n'a pas les mêmes intérêts, et du coup, ingénieur ou pas, en fait, c'est l'entrepreneuriat, en fait, c'est souvent ce que je dis, mais en fait, c'est pas un métier, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, je fais même de la comptabilité, pourtant ma formation en est loin. Et en fait, c'est juste cette envie d'apprendre qui fait que, au fur et à mesure, on a des profils totalement différents et des tâches différentes. Bon, Ivan, effectivement, comme il était dans la junior entreprise, il avait l'habitude de ce côté commercial. Et du coup, aujourd'hui, nous, on n'a pas eu de handicap, et bien au contraire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, être ingénieur, c'est souvent ce qui manque dans les startups. Pour avoir fait le SCP, effectivement, ils étaient souvent embêtés, nos petits camarades d'école de commerce, parce que j'ai plein d'idées d'appli, mais comment je veux la réaliser? Alors là, il va falloir trouver quelqu'un de technique. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que aujourd'hui, pour moi, ça n'a jamais été un frein, parce que c'est grâce à nos compétences à tous les deux qu'on a réussi à créer l'application Wikiwi à moindre coût, qu'on a réussi à faire le site internet de ma spatule gratuitement, et du coup ça nous a permis, voilà, tout ça, ça nous a permis de nous lancer. Alors bien sûr aujourd'hui, on est passé, on a des graphistes, on a des informaticiens, etc. pour le site, mais toutes ces compétences d'ingénieur et puis ce qu'on a connu aussi à l'ESCP en formation complémentaire nous ont permis de créer ces boîtes et avec nos deux profils d'ingénieurs. Ok, très bien. Du coup, en fait, ma question, en fait, du coup, s'adresse à toi, Thibaut. Vous êtes finalement, tu as rencontré les cofondateurs, en fait, de ta start-up, en fait, de votre start-up, au sein de l'ESCP Europe, et donc vous avez une diversité, en fait, des profils. Est-ce que tu saurais nous dire finalement, quel est le nombre idéal ou le profil idéal en fait des gens qui peuvent composer une startup? Dans mon cas, moi j'étais plutôt un gars qui était en junior entreprise à l'ECE, donc j'avais aussi une appétence plutôt commerciale, et je me suis retrouvé d'un gars dans une école d'ingé plutôt commerciale à une équipe de 3 fondateurs où les 2 avaient fait une école de commerce. Et du coup, je suis passé de le commercial dans une école d'ingé à le tech dans une équipe de commercial. Il se trouve qu'en plus de ça, après le CE, j'ai fait une école de commerce. Donc on était potentiellement 3 commerciaux dans cette équipe. En plus de ça, 3, on dit souvent que c'est le nombre catastrophe, parce que tu as tout le temps 2 contre 1 et tu en as tout le temps un qui est brimé. Et on s'est lancé quand même. Il se trouve qu'il y avait quand même quelque chose qui nous réunissait tous les 3, c'est qu'on avait tous les 3 envie de gamifier le monde. C'est-à-dire de prendre des choses un petit peu pénibles de notre vie quotidienne et d'y amener des éléments de jeu. C'est de là qu'est né Pistache. Il se trouve aussi que, au-delà du côté commercial de Thomas et Benjamin, qui bossent avec moi, ils avaient une technicité sur des domaines bien précis. C'est-à-dire que par exemple Thomas, c'est un gars qui a fait 2 ans en agence d'acquisition digitale et qui du coup a acquis des connaissances très poussées en gestion de campagne AdWords ou Facebook Ads. Et Benjamin, c'est un gars qui a fait une école de finance après son cursus à HEC Montréal et qui du coup est très pointu sur des questions financières. Donc au-delà du fait qu'on était 3 commerciaux, on était avant tout 3 personnes avec des technicités bien précises. Et moi je suis sorti de l'ECE en me disant j'ai envie de monter sur des sujets un petit peu plus globaux que juste le dev. J'ai envie de sortir des lignes de code et j'ai envie de faire de la gestion. Et en fait, je me suis rendu compte, en créant Pistache, que le fait de savoir coder, ça avait une valeur incroyable. C'est-à-dire que le fait de pouvoir créer en 3 semaines un prototype à partir d'une idée que nous on avait, c'est quelque chose que tu peux absolument pas déléguer à quelqu'un. Le fait de bosser des soirées ou d'appliquer directement ta vision du produit, ça a une valeur monumentale. Et du coup, en fait, après avoir fait mon école de commerce, je suis revenu au basique et j'ai entré les premières lignes de code de Pistache et sorti la première version du produit. Petite anecdote aussi, on a gagné un concours avec Pistache parce que en une nuit, on a été capable, pendant un hackathon, d'adapter Pistache à l'univers pharmaceutique. Et ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu des compétences techniques
auprès des fondateurs. Donc pour moi, ce qui est important, au-delà du nombre et peut-être des profils des fondateurs, c'est de partager une vision commune. Et dans notre cas, il était très clair, c'est de travailler sur la gamification, réussir à créer un projet qui nous donne les ressources de travailler sur les projets qui nous éclatent, et que chaque fondateur ait réellement des compétences qui viennent apporter au projet, et des compétences techniques. Très bien, merci. Du coup, vous étiez donc des profils différents, donc venant d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. Et du coup, là, la question se porte à David Olivier, en fait, sur finalement, au sein de l'incubateur, est-ce qu'il est possible, en étant diplômé, par exemple, on est déjà diplômé, on est sorti de l'école, est-ce qu'il est possible pour nous de revenir à l'ECE et de profiter finalement de l'accompagnement de l'incubateur ? Et finalement, est-ce que vous avez des exemples en fait de projets qui justement ont suivi ce chemin? Alors, oui, je vais répondre, mais je laisserai la parole sur la question à Vianney, parce que Vianney, en fait, toute son équipe s'est lancée. Non, mais toute l'équipe de Green Alternative, en fait, c'est une équipe d'élèves de l'ECE. Ouais. Directement, vous êtes lancé à 4-5 sur le projet. Et du coup, peut-être qu'il y a un complément d'informations sur l'équipe. Est-ce que ça peut marcher, en fait Pensez oui. Ouais, évidemment, sinon je serais pas là. Mais... non, en fait, on était tous issus de l'ECE, on avait tous plus des affinités plutôt que des compétences qu'on avait forgées à la fois dans le système associatif que en cours, parce qu'aucun de nous avait des grosses compétences techniques. On était plus investis dans le système associatif que dans les cours de Monsieur Raveau. Mais donc on a eu l'opportunité d'intégrer l'incubateur. On n'avait personne d'extérieur et on a intégré l'incubateur directement après l'école. Je sais que dans l'incubateur, il y avait d'autres personnes quelqu'un qui revenait 2 ans après avoir quitté l'école, qui était revenu à l'incubateur, avec d'autres personnes qui n'avaient pas fait le CE. Donc c'est assez ouvert. Après notre expérience à nous, du coup on sortait de l'école, donc on n'a pas vraiment eu... Tu penses à autre chose? Non, c'est bien. Aurélie, oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce qu'on est en train de parler de profil, qu'est-ce qui est mieux pour avoir un associé, plusieurs associés. En fait, ça dépend surtout du projet. Quand on a un projet comme Pistache, je pense que s'il n'y a que des ingénieurs, c'est pas mal. Après, si on a effectivement, si on a une société un peu plus comme la nôtre, peut-être qu'un commercial et un ingénieur, ça aurait pu peut-être équilibrer un peu plus les choses. Après, en fait, quand on a une boîte, on commence en fait, un peu avec les moyens du bord, et à ce moment-là, si on en ressent vraiment le besoin et qu'on se dit il y a une compétence particulière dans notre entreprise qui nous manque et qui est vitale, rien ne nous empêche plus tard d'aller chercher un associé. C'est vrai que l'association, c'est surtout, avant tout, comme le disait Thibaut, c'est avant tout des gens qui ont une même vision, parce que l'entrepreneuriat, les horaires, on ne les compte pas, et qu'il faut être aligné, parce que nous, le nombre de gens qu'on a vus, notamment en faisant le SCP, puisque comme on faisait l'innovation et l'entrepreneuriat, en fait, notre ligne conductrice, c'était un projet et créer une entreprise. En fait, le nombre de projets qui ont explosé en plein vol, pas parce que l'idée était mauvaise, pas parce que l'entreprise n'aurait pas pu voir le jour, parce que les gens ne s'entendaient pas. Quand on travaille avec des gens et que quelqu'un nous dit non, moi les week-ends je peux pas, moi le soir je vois ma copine, moi le week-end je sors avec mes potes, etc. Ça peut être, c'est tout à fait louable. Par contre, si l'autre personne travaille de 6h du mat à 22h et le week-end compris, à un moment donné, l'association ne tiendra pas. Donc effectivement, au-delà des profils, c'est plus, avoir la même vision et en fonction du projet, adapter, parce qu'effectivement, si on sort quelque chose de très technique, notre première entreprise dit Kiwi, 2 ingénieurs, on n'était pas trop effectivement pour la coder et sortir un premier prototype. Et après, on a eu d'autres associés qui sont venus dans cette aventure, qui n'avaient rien à voir avec des ingénieurs, mais on a eu des fonds, on a eu d'autres personnes extérieures qui étaient plus là en tant que conseillers, et on peut toujours après aller chercher d'autres associés. J'aimerais juste rajouter un truc sur ce que tu dis, parce que je me souviens très bien d'un cours qu'on a eu à l'ESCP, peut-être que toi tu l'as vécu aussi, où en fait on nous a forcé à dire pourquoi est-ce qu'on voulait entreprendre. Et si derrière on cherchait de l'argent, de la gloire, de la reconnaissance. Et c'est de là en fait que tu apprends à très très bien connaître les gens avec lesquels tu travailles et que tu comprends potentiellement pourquoi ils vont avoir certaines positions pendant les années à venir. Et si on n'est pas aligné sur ces choses-là dès le début, on se rend compte que ça peut peut-être juste pas coller sur le long terme. Donc il faut être juste honnête en fait. Très très honnête.
Il y a un mot super important en fait, il n'arrête pas de répéter, c'est vision. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable, quelqu'un ou quelques personnes associées à l'équipe, d'avoir une vision, donc qui donne le moteur pour pouvoir se lancer dans une certaine activité et qui donne l'envie aux autres de la rejoindre. Et finalement, je ne sais pas, ce soir, en fait, si vous êtes des anciens entrepreneurs ou si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, mais on peut aussi être ingénieur dans une boîte et avoir cette fibre de l'entrepreneuriat par la vision et l'envie en fait de la développer et de s'associer avec d'autres pour avancer. Donc, enfin, pour moi, c'est la clé, hein, c'est être capable d'être visionnaire lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Et pour revenir finalement à cette question dans l'incubateur, oui, l'incubateur est ouvert évidemment aux élèves qui ont développé leur projet et qui peuvent rentrer à la suite dans l'incubateur, mais également aux anciens. Et ce qui est intéressant avec les anciens, c'est que lorsqu'ils viennent en fait dans l'incubateur, ils viennent pas seuls. Et ça veut dire en fait qu'ils ont réussi à partager une vision avec d'autres personnes, des copains, des collègues, qui ont des profils différents et complémentaires, mais dans lesquels ils se retrouvent. Et là où c'est super, c'est qu'en fait, lorsqu'ils viennent dans l'incubateur, ils partagent donc une autre expérience, une autre vue. Et comme ils ont un petit peu plus de bouteilles ou qui ne sont pas dans une ligne conductrice juste à la suite de l'école, finalement, ils apportent ça aussi aux autres porteurs de projets. Donc ce qui est très important dans l'incubateur tel qu'on le développe, c'est l'esprit d'entraide. Et il est très fort en fait sur l'entrepreneuriat parce que quel que soit le projet, finalement il y a des mots assez forts qui ressortent. C'est l'engagement et la vision et l'envie de développer. Donc ça se partage. Donc les anciens, bien entendu, sont les bienvenus. Et je voulais également dire que sur l'aspect en fait mixité des équipes, évidemment, en fait, plus c'est pluridisciplinaire, plus ça devient, à mon sens, intéressant. Et alors, on a deux manières de voir les choses. Soit, en fait, on lance le projet et finalement, on va trouver des associés, ce qui peut se mettre en place, en fait, avec ce qui se passe à l'ESCP. Soit on se dit, en fait, le plus tôt possible, en mode projet, on va associer, en fait, des élèves engagés, quelle que soit en fait leur provenance d'école, mais pour qu'ils aient envie ensemble de travailler. Et en fait, ils vont apprendre qui est l'autre, ses compétences et ses forces pour pouvoir travailler ensemble avec cette même vision et envie d'avancer. Donc le chantier en cours, en fait, c'est d'arriver, certes, il y a une forte dynamique, j'espère que vous voyez en fait à l'ECE sur la fibre d'entrepreneuriat, mais c'est d'essayer en fait de diffuser cette dynamique aux autres écoles. Et on pense notamment en fait à des associations très intéressantes avec des ingés qui peuvent être de travailler avec des designers ou des commerciaux, et le plus tôt possible, pour qu'en fait il y ait une envie d'avancer sur un projet et puis d'observer et d'avoir un accompagnement avec une équipe mixte le plus tôt possible. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on a vu finalement comment rechercher une idée, quel a été le processus pour trouver une idée, comment finalement bien s'accompagner. Et disons que la troisième étape, c'est plutôt de voilà, vous avez votre produit, vous vous adressez en fait à des clients et donc évidemment, vous cherchez soit à vendre un produit ou un service à vos clients. Et donc, il faut connaître finalement l'état du marché et quels sont finalement quels sont ces clients que je vais chercher à atteindre et comment est-ce que je vais les atteindre. Et donc en fait, ma question s'adresse à toi, Aurélie. Le secteur du e-commerce, on peut penser que c'est un secteur finalement très concurrentiel. Vous vendez finalement des accessoires de cuisine. On peut penser par exemple que vous allez être en concurrence avec des grands groupes comme Carrefour par exemple, qui vont aussi vendre leurs produits. Et finalement ma question c'est de savoir comment est-ce que chez Maspatule vous faites pour vous différencier par rapport à la concurrence. Alors c'est vrai que le e-commerce, pour le coup, c'est un peu la jungle. Et c'est vrai que quand on s'est lancé, on s'est posé la question. Hein. On s'est lancé, on s'est dit, bon, l'ustensile de cuisine, c'est vrai qu'on s'est dit... Enfin, moi, je m'étais posé la question, je me dis, je sais où je vais acheter un livre, j'ai la FNAC. Par contre, les ustensiles de cuisine, je ne savais pas.
Et tout est parti de là avec l'émergence des émissions culinaires, et puis surtout que c'est vrai qu'en France, on aime bien la bonne bouffe, et puis voilà, on aime bien faire à manger, on aime bien recevoir. Et du coup, tout est parti de ça. Et à un moment donné, effectivement, on se pose la question de savoir, finalement, il y a des concurrents, comment je vais m'en sortir? Alors souvent, on dit, oui, les concurrents. En fait, souvent, c'est plutôt bien d'avoir des concurrents parce que c'est qu'il y a un marché. Quand il n'y en a pas, c'est que soit le produit est très innovant, soit il y a un petit problème quelque part. Donc effectivement, nous, dans le e-commerce, on a pas mal de concurrence. Donc en fait, l'innovation, elle est venue de plusieurs choses. En fait, la première, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bon, vendre des ustensiles, c'est assez trivial. On vend des ustensiles, on vend des chaussures, c'est assez facile. La première chose, c'est qu'on s'est dit qu'on vendrait que des produits de qualité. Alors aujourd'hui, effectivement, on entend beaucoup de choses sur les végans, le BPA, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très important. On le voit, hein. Alors peut-être que beaucoup de gens ne sont pas encore tout à fait sensibilisés, mais aujourd'hui, on a des gens qui nous appellent parce qu'ils veulent des boîtes de conservation sans plastique nocif, parce qu'ils veulent des préparations pour gâteaux sans gluten, parce que si, parce que là. Donc la première chose pour nous, ça a été de faire des produits de qualité. On ne va pas dire qu'on les a tous testés, mais enfin la plupart ont été testés. Dès qu'on a un problème avec un produit, on le sort. Donc là-dessus, on a été très vigilants et il est hors de question d'avoir des produits, même si on fait beaucoup plus de marche sur des produits venus de Chine, etc. Mais on fait attention à ça. La deuxième chose, et qui est pour moi en tout cas aujourd'hui la plus importante, c'est le client. C'est être à l'écoute du client, parce que ça peut paraître bateau à nouveau, mais dans le e-commerce, il n'y a pas 36 000 différenciations. Et du coup, aujourd'hui, le service client est très important. Aujourd'hui, on est à l'écoute de nos clients. C'est-à-dire que, c'est ce que je racontais, mais aujourd'hui, nos clients, on a réussi à créer une communauté tout autour de la gastronomie. Et donc aujourd'hui, les clients nous appellent pour nous demander les produits qu'ils ne trouvent pas sur notre site. La force aujourd'hui de Maspatule, effectivement, c'est d'avoir un large choix d'ustensiles d'usine, parce qu'on en a plus de 6500 aujourd'hui. On essaye d'en rentrer des centaines toutes les semaines. Donc aujourd'hui, Internet, c'est avoir le choix et le stock au bon moment. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et après, effectivement, l'autre chose qui est importante, ne nous le cachons pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, le e-commerce, ça se joue uniquement sur Internet. Et du coup, qui dit Internet, dit Google. Donc effectivement, après, et là c'était la partie finale, effectivement, comme il a travaillé chez Google, c'était cette partie référencement, et c'est se faire connaître auprès de nos clients, mais pas que, c'est avoir des prescripteurs, donc c'est avoir des partenariats avec des entreprises, c'est avoir des blogueurs, c'est arriver à créer une communauté tout autour de cet univers culinaire. D'accord, donc en fait finalement c'est vous différenciez par la qualité de vos produits et la relation que vous avez donc avec vos clients. Tout à fait. Et on essaye effectivement, aujourd'hui on travaille énormément sur par exemple les marques françaises. On a des exclusivités avec certaines marques comme Revol, les petits gobelets froissés qu'on voit à peu près partout. On doit être 3 sites à les distribuer, donc effectivement ça nous permet d'avoir une exclusivité et donc de gagner la confiance de nos clients, parce que nous le but aujourd'hui effectivement c'est au-delà de vendre des ustensiles, c'est pouvoir conseiller. Effectivement toutes nos équipes sont formées sur les ustensiles régulièrement par les fournisseurs pour pouvoir conseiller les personnes. Donc on ne tombe pas sur une plateforme téléphonique qui va dire je suis désolé, je ne sais pas quoi utiliser pour faire votre gâteau, etc. Et on travaille énormément là-dessus. Très bien. Du coup, en termes de quand on parle de marché, vous adressez chacun un marché différent. Vianney, vous, le marché sur lequel vous vous situez, finalement, est-ce que ça représente peut-être un atout en fait vis-à-vis par rapport à la solution que vous proposez? Alors nous, la particularité qu'on a par rapport à Maspatule, c'est d'être en B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse uniquement aux entreprises. Donc au départ, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on n'était pas nos propres clients, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait jamais travaillé dans une entreprise, donc on a dû un peu, en y allant au bon sens, se demander quelle était la meilleure façon de s'adresser à nos clients. Donc on a eu de l'aide de Davido, on a eu de l'aide de plein de gens qui nous ont conseillé là-dessus. Et donc, dans un premier temps, la meilleure chose qui pour nous aider, c'était notre réseau, parce que ça nous permettait soit de se mettre soit de parler avec des gens qui se sont mis dans la peau d'acheteur à un moment donné, soit le système D, essayer d'y aller au bon sens et de se dire quelle est la meilleure façon de présenter ça pour que le mec comprenne ma valeur ajoutée, ait envie de l'acheter,
Et voilà. Quand on étudie un marché, on fait souvent ce qu'on appelle un pestel. Donc c'est une analyse de différents éléments qui soient politiques, environnementaux, sociaux, technologiques, et je ne sais plus quoi. Quand... on a tous fait des masters. Et en fait, moi j'ai un gros avantage en fait, ce qui m'a permis vraiment de me développer. On est passé de 2014 à 2015, on est passé de 150 à 760 ou 770 000 euros de chiffre d'affaires. C'est l'aspect réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'offre d'audit énergétique qu'on proposait à l'époque, elle est devenue obligatoire. Donc ça a eu un effet qui se coule au départ, c'est que personne ne voulait faire d'audit énergétique tant que l'offre n'était pas effectivement obligatoire. Donc toutes les personnes qui voulaient se lancer ont dit oh là là, mais ça va être obligatoire l'année prochaine, on ne va pas y aller tout de suite. Par contre l'année d'après, là ça a été une avalanche et on ne savait plus où donner de la tête. Donc ça nous a donné des moyens pour pouvoir investir derrière, ça nous a permis d'être un peu plus cher que ce qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui on peut investir entre guillemets sereinement en se structurant de la bonne façon parce qu'on a eu cet aspect-là réglementaire qui nous a permis de se développer. Green Alternative, on a aussi beaucoup de chance parce que l'aspect politique est beaucoup derrière nous. C'est-à-dire que toutes les collectivités territoriales ou les organismes publics, on leur bassine toute la journée la même chose dans la tête, il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'argent de l'État, donc avec ses coûts, donc avec les coûts énergétiques et donc avec ses consommations énergétiques. En plus de l'aspect coût, il y a l'aspect environnemental. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays qui fait attention à ses émissions de gaz à effet de serre, à sa consommation de ressources naturelles, etc. Et l'énergie est en premier plan à ce niveau-là. Donc on a eu aussi beaucoup de chance. Enfin, de manière générale, le marché nous a énormément servi parce qu'on est sur un marché qui est très porteur. Par contre, l'effet qui se coule, qu'on retrouve ici, c'est que c'est un marché qui est neuf. Et du coup, les gens, il faut les sensibiliser, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent acheter. Donc nous, on leur propose un truc, mais le voisin à côté, il leur propose autre chose. Donc il faut le convaincre, parce que là, il y a plus de question de persuasion, on parle vraiment de convaincre la personne que il doit passer par nous et pas par un concurrent. Donc c'est compliqué, mais en même temps, comme tout le monde, on est au même point de départ, parce que le marché est neuf, c'est pas forcément un mal grand rien. D'accord. Et du coup, ma question en fait s'adresse à toi Thibaut concernant le marché finalement, l'application Pistache. Donc c'est une application aujourd'hui. Il y a énormément d'applications qui permettent. Il y a des applications éducatives. Il y a pas mal d'applications. Comment est-ce que vous vous situez en fait avec Pistache? Quels sont potentiellement vos concurrents en Europe et dans le monde? Et quelle est finalement votre valeur ajoutée? En fait, nous, on s'est rendu compte que notre marché n'était pas si compliqué que ça, dans le sens où on n'est pas une application virale. Donc, on n'est pas un Tinder qui va exploser par lui-même. Nous, en fait, on injecte de l'argent en pub, et derrière, on va récupérer les téléchargements. Aujourd'hui, quand on investit 100 € en com, on a à peu près 500 téléchargements de générés. Et sur ces 500 téléchargements, on sait qu'on va récupérer 60 €. Aujourd'hui, on perd à peu près 40% de la somme qu'on investit. Ces métriques de conversion, c'est quelque chose sur lesquelles on bosse tous les jours, mais le business reste relativement simple. Il faut juste que mon utilisateur me rapporte plus d'argent que ce que j'ai dépensé pour l'acquérir. Et nous, à partir de ce constat-là, et du fait que on savait qu'on allait mettre un petit peu de temps pour injecter les bonnes mécaniques dans l'application qui allaient nous permettre d'être rentable, et on a triché un peu et on a développé tout un modèle B2B. Vianney, je pense, le sait très bien, ça permet d'être rentable à très court terme. Donc on est allé voir des grosses boîtes, donc on a peut-être un petit peu vendu notre âme au diable d'une certaine manière, et on est allé voir des Oral-B, EDF, Butagaz, Signal, pour qu'ils viennent sponsoriser du contenu dans l'application Pistache, en exploitant notre communauté Pistache qu'on a créée, et le fait qu'aujourd'hui, des enfants de 6 à 11 ans, si on veut aller les toucher avec de la pub, il n'existe que de la pub à la télé, qui coûte extrêmement cher pour les marques, et de la pub dans les magazines type Okapi, etc. Et ça a marché en fait. On a vendu à Butagaz un mini-jeu sponsorisé sur le thème de l'économie d'énergie, apparemment c'est tendance, et on a vendu à Oral-B le sponsoring de la mission Se brosser les dents dans Pistache. Et ça nous a rapporté quelque chose de l'ordre de 40 000 €, qui a rentabilisé l'acquisition dans Pistache au début. Je suis pas d'accord avec toi, c'est pas vendre ton âme au diable que de vendre quelque chose à une grosse boîte. Les grosses boîtes, déjà, c'est une grosse partie des salariés en France. Enfin, c'est une partie des salariés en France. Et quand on vend à une grosse boîte, on vend à une personne qui est en face de soi et qui a un besoin en particulier, au même titre que quelqu'un dans une. Enfin, je sais pas, que monsieur tout le monde a un besoin en dentifrice ou un besoin
pour se chauffer chez Butagaz. Moi je pense qu'au contraire, justement comme tu le dis, à très juste titre, être sur du B2B ça permet d'être rentable. Enfin, c'est plus dur de vendre, mais une fois qu'on a vendu, on peut pousser un grand soulagement parce qu'on ne vend pas une application ou une pub ou quelque chose qui a une valeur monétaire qui est assez faible par rapport à la prestation qu'on fait. Enfin, on ne vend pas un panier moyen à 5-10 euros, enfin, je ne sais pas également quel est le panier moyen de chacun de vous deux, mais on est tout de suite sur des paniers moyens à 10 000 euros. Donc on a besoin, entre guillemets, de convaincre qu'une personne, donc on peut se permettre de mettre plus d'argent en acquisition client. Donc ça a aussi un gros avantage. Et c'est pas contre son amodial de le faire. Non, mais je rebondis en fait sur l'application Pistache et Butagaz notamment, parce que moi je l'ai téléchargé pour que mes filles puissent l'utiliser. Et je trouve que c'est assez fin en fait la manière dont c'est amené. Et justement, c'est pas en fait comme on imagine, je sais pas moi, ces cours aux États-Unis dans lesquels il va y avoir un slide de Coca et puis après Coca vous finance le cours d'économie qui va suivre. Non, parce que le petit jeu développé avec le petit personnage de Butagaz, en fait finalement il faut savoir que c'est Butagaz, le parent le voit mais pas l'enfant, et puis il n'est pas non plus complètement dans l'image de marque. Et la question du coup c'est est-ce que vous l'avez fait en partenariat avec eux, c'est-à-dire est-ce que donc Butagaz notamment partageait une certaine vision en se disant bon, bah, certes on va être sponsor mais on va pouvoir développer de cette manière assez fine le jeu. En fait, oui. C'est-à-dire que déjà, là où on a été très surpris et où ça aurait pu beaucoup plus mal se passer, c'est qu'on allait voir Butagaz à un moment où je crois qu'on cumulait à 10 000 téléchargements. Donc on a vendu une communauté qu'on n'avait pas encore en leur disant vous inquiétez pas, on va investir en com, on va avoir les 100 000 téléchargements qu'on vous promet. Donc ça a marché et à partir de ce moment-là, on a co-construit le jeu avec eux. En fait, quand je dis co-construit, c'est qu'on a fait quelque chose et on leur a fait valider, ils ont dit oui, etc. Et en fait, bizarrement, c'est presque eux qui ont dit mollo sur l'apparence du logo Butagaz. On n'a pas envie non plus de paraître pour des gros méchants. On va se faire plus discret. Et paradoxalement, Oral-B, qui eux sont dans une démarche plus de vente et du coup de valorisation de leurs produits, et ben alors eux là, ils veulent être hyper visibles. Oral-B en fait vente, Butagaz, responsabilité sociétale d'entreprise, du coup beaucoup moins de contraintes. Ok, très bien, merci beaucoup. Du coup, là, on a vu donc, cette étape qui est d'analyser le marché, les clients, et l'intérêt pour une startup, finalement, c'est de se développer et de trouver les financements pour son développement. J'ai donc une première question qui est celle finalement qui portait sur le développement. Quelles ont été finalement les grandes étapes du développement de la société. Donc pour toi Aurélie, quelles ont été donc les grandes étapes du développement et puis quelles sont finalement les étapes à venir? Alors en fait, pour démarrer ma spatule, en fait on s'est servi d'Ikiwi. C'est l'Ikiwi qui a été le premier investisseur de ma spatule, tout simplement parce que effectivement quand on est entrepreneur, on oublie d'en parler quand même, mais il faut bien manger quand même à côté. Donc en fait l'Ikiwi nous a aussi servi, en fait, et nous sert toujours, c'est une société aussi de consulting sur laquelle on fait des missions. Par exemple, j'accompagne des gens de la Poste qui ont des projets entrepreneuriaux sur du coaching, et donc ça nous sert à ça. Donc c'est l'Ikiwi en fait, comme l'application quand même, l'Ikiwi marchait quand même un peu, donc on avait quand même quelques sous de côté. Ça nous a permis de démarrer ma spatule avec 5 000 €. Ces 5 000 € nous ont servi uniquement à faire du stock. Effectivement, le site on l'avait développé nous-mêmes, étant ingé, et du coup on a démarré qu'avec ça. Ça nous a permis tout simplement à nouveau de démontrer qu'il y avait un marché, que les produits plaisaient, que les marques plaisaient, etc. Nous, le seul petit avantage quand même qu'on peut avoir, c'est vrai qu'on n'a pas de BFR dans le sens où si on arrive à avoir une rotation des stocks plutôt régulière, nos fournisseurs nous prélèvent à 30 jours. Donc en fait, on fait la vente avant finalement de payer. Bon, ça c'est dans la réalité parce qu'il faut que les stocks tournent quand même beaucoup. Et du coup, on a démarré comme ça. Et du coup, on a réussi, en fait, on a fait une croissance uniquement avec le chiffre d'affaires qu'on faisait.
Et du coup, c'est pour ça qu'on ne dépensait pas d'argent, pas trop d'argent en com, parce qu'en fait, effectivement, bon, Ivan gérait les campagnes et en fait, 1 euro dépensé était au moins 2 euros qu'on avait récupérés. On avait des paniers moyens, effectivement, à 70 euros, donc on arrivait à gérer. Et la logistique était chez mes parents, et c'est nous qui nous en occupions. Donc, effectivement, le démarrage, voilà, on n'a pas eu besoin de fonds. À un moment donné, effectivement, quand on a réussi à montrer ce concept, donc à chaque fois, tout le chiffre d'affaires qu'on avait, finalement, nous servait à augmenter les stocks, les produits sur le site, etc. On s'est posé la question, en fait, c'est là où on a eu une opportunité, en fait, de racheter l'un de nos concurrents. On était en contact avec le fonds historique de cette société, qui avait déjà levé 2 millions d'euros, qui n'allait pas très bien, et du coup, on discutait avec le fonds pour se dire, peut-être qu'on pourrait racheter cette société, qui existe depuis 10 ans. C'est un site historique de vente d'ustensiles de cuisine sur Internet. C'était l'un des premiers, ça devait être le deuxième. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, à ce moment-là, on a profité de cette opportunité pour se dire, c'était peut-être un peu trop tôt par rapport à notre timing et nous, mais en fait, on en a profité pour se dire, on va racheter ce site. Et on va en profiter aussi pour faire une levée de fonds, d'une pour restructurer cette société, puisqu'elle était quand même en redressement judiciaire au tribunal de commerce, mais aussi pour structurer les deux sociétés, pour en faire un groupe, et pour développer ces deux sociétés. Donc à ce moment-là, en fait, on a fait une levée de fonds de 400 000 euros. C'est la seule qu'on a faite jusqu'à maintenant, et donc ça nous a permis de restructurer. Ça prend un peu de temps de racheter une société, c'est pas la même chose que d'en construire une. Ça nous a pris un peu de temps. Aujourd'hui, on a réussi à structurer, donc à faire un groupe, puisque Ma Spatule et Cookit, c'est un groupe. Et du coup, on a 2 sites de vente d'ustensiles de cuisine, puisque les 2 sites existent, avec des positionnements complètement différents. Très bien. Et du coup, pour toi, Thibaut, comment ça s'est passé finalement, les étapes de développement, et puis comment c'est combiné le financement, en fait, au fur et à mesure de ces étapes de développement? Nous, on a commencé l'aventure avec un capital d'à peu près 10 000 euros. C'est quand même, c'est pas grand chose, mais ça nous a permis d'embaucher très rapidement 2 stagiaires. Et nous, plus ces 2 stagiaires, on avait toutes les compétences qu'il fallait pour démarrer l'aventure. Très rapidement, on est allé chercher un Kickstarter. Alors ça n'avait rien à voir avec le Kickstarter de Lima où ils ont levé 1,4 million. Nous, Troisième façon de se financer dont on s'est servi, c'est la levée de fonds aussi. Une fois qu'on commence à avoir des premiers clients, la première façon de se financer, c'est d'abord d'avoir des clients. Mais au début, c'est chaud. Donc, on a commencé à chercher, une fois qu'on avait prouvé que notre business pouvait être rentable, donc après avoir piloté 10 fois. La première idée, c'est jamais la bonne. Enfin, je sais pas si pour vous ça a été ça ou pas. Enfin, si Aurélie, a priori, c'était pas la bonne non plus. Enfin, en tout cas, t'as changé un peu. Toi, je sais pas quelle était ta première idée ou pas, mais dites-vous qu'il faut bien commencer par l'idée. Donc, prenez-la, c'est super. Lancez-vous, jetez-vous à l'eau avec. Par contre, soyez pas fermés au changement Bon, il y a un autre truc dont il faut que je vous parle après, mais je vais terminer sur le financement. Du coup, le financement, avec tout ça, on a réussi à lever des fonds. Donc là, on a été d'abord chercher auprès de Business Angel 200 000 euros. Enfin, j'ai d'abord, au final, c'était 250 000 euros. On a d'abord été chercher 50 000 euros, puis 2 semaines après, on a été chercher 200 000 euros. Les 50 000 premiers milliers d'euros nous ont permis en fait d'aller chercher les 200, nous ont donné la crédibilité encore une fois d'aller chercher 200 000 euros derrière auprès d'un autre Business Angel. Donc ça c'est le premier round de financement auprès de Business Angel, c'est souvent celui qui fait le plus mal en termes de, parce que la boîte ne vaut pas grand chose, en termes de cession de parts. Faut pas vous dire que votre bébé il vaut des milliers et des cents. Si nous au début on était 7 associés, c'est parce que on a très vite compris avec mon cofondateur que donner 10% d'une boîte qui vaut rien à quelqu'un pour qu'il travaille avec toute son âme, et avec tout son cœur et avec toute son énergie, c'est hyper rentable. Bon après il y en a qui travaillent moins que d'autres, donc du coup d'autres qui s'en vont et voilà. Mais en tout cas ça a été un de nos éléments de financement, un de nos premiers éléments de financement. Et donc on a réussi à lever 200 000 euros une fois qu'on a eu vraiment quelque chose à montrer, une première vente, 2 premières ventes, 3 premières ventes, des clients satisfaits. Et une fois qu'on a 200 000 euros, ça permet de faire un lancement commercial auprès d'un beaucoup plus grand public, de quoi se financer cette fois-ci avec son chiffre d'affaires. Et nous, l'avantage qu'on a avec le B2B, c'est qu'on n'a pas besoin de dépenser énormément pour atteindre notre client. Et une fois qu'on a réussi à le convaincre, c'est du chiffre d'affaires. Et si on se met tout de suite dans une logique de rentabilité, ça peut être plus dur à vendre parce qu'on est un peu plus cher, mais à terme, ça se passe très bien. Très bien, merci beaucoup. Du coup, finalement, voilà, vous êtes lancé dans cette aventure, et la question qu'on pourrait se poser quelque part, c'est plutôt, disons, d'ordre personnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour gérer en fait à la fois sa vie personnelle et ce projet en fait qu'on entreprend
qui est finalement quelque chose qui nous passionne en fait. C'est une passion en fait. Et comment est-ce qu'on parvient ou on essaye en fait de gérer en fait les deux. Je ne sais pas si l'un de vous souhaite. C'est vrai que l'entrepreneuriat maintenant ça fait, en fait, je suis sortie de CE en 2008, on a créé la boîte en 2009, donc maintenant ça fait, ça va faire 8 ans. Ça fait 8 ans. L'entrepreneuriat, c'est vrai que, bon, après, c'est toujours son engagement personnel parce que l'entrepreneuriat, personne, je le vois à travers d'autres entrepreneurs, c'est que l'entrepreneuriat, personne ne nous impose de faire quoi que ce soit, personne ne nous impose des horaires, on est libre de faire ce qu'on veut, là-dessus, on est très clair. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est souvent un peu... on est un peu souvent esclave de sa boîte. Là, je le vois, c'est la période de Noël. Bon, il y a 2 jours la semaine dernière un peu chaud, où effectivement, toutes nos équipes, je pense, on était 5, on a dû se rendre en logistique de 7h à 22h. Bon, voilà. Donc, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, et effectivement, c'est un peu... en tout cas, c'est un peu compliqué à gérer les deux. Après, effectivement, c'est juste prendre sur soi. Donc aujourd'hui, j'y arrive après 8 ans de recul en se disant, à un moment donné, si tu veux aller jouer au tennis, tu vas jouer au tennis, tu peux te prendre 1 heure dans ton emploi du temps pour aller jouer au tennis. C'est juste se dire que, oui, notre boîte, on est peu, on est une start-up, donc il y a peu de monde. Oui, il faut que tout le monde donne le maximum de son énergie, donc souvent ça veut dire des heures et des heures, semaine, week-end, forfait 24/24 compris. Sauf qu'à un moment donné, faut arriver à se dire à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir se prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut savoir sortir de temps en temps parce que ça fait aussi du bien. Moi je vois, on repart un peu sur l'accompagnement, mais sur l'Ikiwi, effectivement, l'erreur qu'on a faite, c'est de se dire finalement il faut en parler à personne. En plus, c'était quelque chose de très techno que pas grand monde ne comprenait. On s'est dit non, on va le construire dans d'autres trucs parce que ça n'existe pas, on va le faire, on va en parler à personne, on va faire ça tout seul et puis on va y arriver. C'est vraiment pas la bonne solution. Que sur n'importe quel projet, on s'en est rendu compte avec Maspatule, donc on a un peu inversé la tendance en se disant il faut, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais on ne se rend pas compte à quel point qu'il faut s'entourer de différentes personnes et même des personnes meilleures que soi. Parce que ça permet d'avancer et ça permet d'avancer plus vite. Parce que c'est vrai que tout seul on peut avancer vite, mais ensemble on avance plus loin. Et ça a été vrai. C'est pour ça que nous, par exemple, on a été accompagnés par le Mouji, on a fait du mentorat, donc on avait un chef d'entreprise un peu plus expérimenté qui nous suivait, qui n'était pas là pour nous donner des conseils, mais qui était là pour nous sortir un peu la tête du guidon et dire voilà, vous avez votre quotidien. Vous travaillez énormément, mais maintenant il faut sortir un peu la tête de l'eau, il faut voir ce que vous allez faire les prochains mois, les prochaines années, comment vous voyez, parce que vous êtes un peu trop dans votre quotidien. Et c'est important, et sur Maspatule, effectivement, on a eu un associé qui était dans un fonds d'investissement, on a un associé qui a monté sa boîte de chaussures, qu'il a vendu à Spartoo, on a élargi le panel, alors après il faut voir s'il faut les associer ou pas, mais on a tout un board de conseillers qui n'a rien à voir avec des associés, et le principe c'est d'être entouré pour avoir le maximum de retours sur ce qu'on fait à différents niveaux et pouvoir avancer plus vite, puisque l'entrepreneuriat, créer une boîte, c'est juste une histoire de vitesse d'exécution. Encore une fois, effectivement, c'est pas une question d'idées, parce que les idées, il y a plein de personnes qui auront eu la même idée que vous au même moment. C'est simplement la vitesse d'exécution qui fera que vous y arriverez ou pas. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je me rappelle ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et il y a un truc qui est... Beaucoup de gens, quand ils montent leur boîte, cachent leur projet. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que, déjà, comme tu dis, quand on a une idée de boîte, vous pouvez être sûr, on est 7 milliards, je crois, sur la Terre, vous êtes sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont exactement en même temps que vous, et il y en a d'autres qui ont déjà essayé, et qui étaient peut-être là un peu trop tôt, et il y en a d'autres qui l'auront après. Comment ? Sinon, non, elle n'est pas forcément mauvaise, parce qu'il y a aussi des mauvaises idées que plein de gens ont, et puis des mauvaises idées qui marchent très bien aussi. Mais non, mais par contre, parler de son projet, c'est le meilleur moyen, surtout quand on est en B2C, j'imagine que c'est encore plus vrai, mais c'est le meilleur moyen d'avoir des retours potentiellement de clients, d'avoir des retours qui en plus, on est très français, on a tendance à critiquer un peu tout ce dont on nous parle. C'est le meilleur moyen du coup d'avoir ce qu'on appelle un kick-off en langage entrepreneur, c'est-à-dire que de se faire démonter son projet pour que la prochaine fois qu'on en parle, on soit indémontable parce qu'on a levé toutes les barrières qu'on pouvait nous mettre, et du coup on est capable de mieux le défendre, et du coup quand on va être devant un investisseur ou devant quelqu'un où on n'a pas le droit à l'erreur, on sait le faire. Et en plus ça peut avoir plein de nouvelles idées.
Non, et vous étiez très bon là-dessus. Ouais, encore Quand une porte était fermée, tu rentrais par la fenêtre. Je me souviens, je me souviens de Luc Ferry sur la dalle. Ouais. Il était en train de se fumer une clope, j'imagine, et direct tu vas vers lui et tu lui vends ton truc. Il faut savoir que son adresse mail n'est pas du tout luc@free.fr. Hein. S'il vous dit ça aussi, c'est faux. En tout cas, il répond pas au mail. Sur justement cette thématique, moi j'ai tenté une fois le xavier@free.fr et ça a marché. Et il te répond, hein. Donc si vous voulez tenter, n'hésitez pas si vous avez une idée à pitch. Il y a un fond derrière. Sur le sujet de vie perso, startup, moi mon retour il est assez simple, c'est qu'en fait il n'y a juste pas de séparation vie privée, vie pro quand tu es en startup. C'est-à-dire que quand tu vois tes potes, tu es directement associé à ton projet. Du coup, tout le monde te demande des nouvelles de Pistache, alors que en fait, cette journée, ça s'est très mal passé et t'as peut-être juste pas envie d'en parler. Mais en même temps, c'est normal parce que moi, je harcèle tous mes potes pour qu'ils viennent liker ma page, pour qu'ils viennent noter mon application ou pour qu'ils viennent mettre de l'argent dans ma campagne de crowdfunding. Même chose à la maison. Quand tu rentres le soir, tu parles de Pistache à ta copine, tu racontes tout ce qui s'est passé et ça va rythmer ton quotidien parce que tu ne seras pas là un soir sur deux et le week-end tu vas devoir assister à un salon ou à une JPO de ton école. Donc pour moi c'est juste que tu n'as pas de séparation vie privée vie publique. Vie privée vie perso. Enfin vie privée vie pro. Ok, très bien. Et donc ce sera finalement la dernière question en fait, à savoir si... quel conseil en fait vous donneriez à quelqu'un qui aujourd'hui souhaiterait entreprendre mais a des réticences ou a peur peut-être de se lancer. Aurélie, je sais pas si qu'est-ce que tu penses de cette question? Qu'est-ce que je pense de cette question? En fait, on va pas se mentir parce que j'ai fait un certain nombre de conférences en parlant d'entrepreneuriat, etc. On va pas se mentir, l'entrepreneuriat c'est pas simple. C'est pas tous les jours tout rose, bien au contraire. Après, en fait, à partir du moment où vous avez cette envie, que vous avez cet enthousiasme, effectivement, moi j'étais chez Thales en stage de fin d'études et je travaillais sur la 380 qui a toujours été mon rêve et en fait je me suis dit non, je suis pas à ma place parce que je le dis comme ça pour éviter de fâcher Thales, mais je le dis souvent, j'avais trop d'envie pour eux. J'avais trop d'enthousiasme et j'avais trop à donner pour en fait travailler dans une société comme ça parce que en fait et c'est là que je m'en suis rendu compte. Alors je sais pas si à cette époque je me disais que c'était l'entrepreneuriat, mais en fait ça l'était. C'est que en fait moi me dire qu'il faut attendre 5 ans pour être chef de projet et donner son avis, c'était pas possible. Et je me suis dit en fait j'ai cette envie de donner pour essayer de changer les choses. Alors chacun dans nos domaines, mais je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'améliorer le quotidien, on essaye d'améliorer des choses, et c'est surtout cette envie. Alors après, effectivement, il va y avoir des réticences. Effectivement, moi, souvent, ce que je dis, c'est que si vous avez peur, alors avoir peur, c'est normal, mais il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Par contre, si vous en avez l'envie, il faut se lancer. Que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un jeu, en fait, c'est assez amusant, dans le sens où, effectivement, on doit toujours trouver des petites portes dérobées, on doit toujours trouver des petites astuces pour gagner de l'argent, mais finalement, à un moment donné, on se rend compte qu'on est un peu comme un singe sur un arbre. En fait, on passe d'une branche à l'autre, et au début, ça peut être un peu vertigineux, on peut avoir peur en se disant, mais je vais tomber, je vais pas y arriver, comment je vais faire pour gagner ma vie? Et puis finalement, c'est justement, moi je le dis en tant qu'ingénieur, c'est que souvent, ce que nous a donné notre formation, c'est aussi cette capacité d'adaptation qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Et souvent, si vous avez l'envie, lancez-vous. Bien sûr, ça ne sera pas facile, mais lancez-vous. Moi, j'ai moins d'expérience que toi, donc je vais peut-être être plus terre à terre, j'ai moins de recul. Mais je trouve que la formation à l'ESCP, elle a eu le mérite quand même de nous enseigner une méthodologie de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui me sert tous les jours. Il y a des choses, comme ce que disait Vianney, de parler de son idée, c'est des choses qu'il faut appliquer. Le fait d'organiser des brainstorming pour générer des idées, en fait à l'ESCP on apprend que générer des idées, ça s'apprend. Avoir des bonnes idées, ça s'apprend. Derrière, prototyper, avoir des retours le plus rapidement possible, et aussi ça s'apprend, c'est quelque chose qu'il faut faire. Toutes ces petites choses, je pense que quand on est entrepreneur et conscient et qu'on n'en a pas conscience, on risque de se planter. Ce qui n'est pas grave parce que ça nous sert à avoir plus d'informations, plus d'expérience. Chose que vous pouvez apprendre justement si vous avez la méthode d'entrepreneur. Donc si moi j'avais juste un conseil, ce serait juste de lire des bouquins comme Lean Startup ou Lean Analytics, choses comme ça, ou Océan Bleu,
qui pour moi cadrent un petit peu la méthode d'entrepreneur et vous permettent peut-être d'éviter un paquet d'erreurs et de sortir des stéréotypes du genre j'ai une idée géniale, je n'en parle pas. Moi je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'arrêter d'écouter tous les conseils qu'on vous donne. Dites-vous que si vous vous posez la question d'entreprendre, c'est sûrement que quelque part au fond de vous, il y a un petit entrepreneur qui a envie de sortir. Ben, si vous avez envie, foncez. Enfin, honnêtement, nous on a monté une boîte sans faire exprès et franchement c'est pas plus mal. Hein. Donc honnêtement, arrêtez de vous poser 1000 questions, arrêtez de vous dire est-ce que j'ai besoin d'un mentor, ouais mais j'ai besoin de sous pour payer mon loyer, machin. À chaque fois vous voyez ça comme une porte de plus à ouvrir et dites-vous qu'il y a toujours une façon de répondre à un problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, c'est un peu ce qu'on dit. C'est, si jamais vous avez besoin de sous pour payer votre loyer, bossez le week-end, si jamais vous machin. Fonctionnez comme ça et vous verrez qu'en fait, il n'y a aucune barrière qui est insoulevable, il n'y a aucune montagne qui est importable. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si jamais vous en avez envie, ça ne va pas vous lâcher de toutes les façons. Donc, la seule chose que vous risquez en continuant de vous dire ah mais il y a ça, oui mais il y a ça, oui mais il y a ça, et à demander un énième conseil qui vous apprend pas forcément grand chose de plus, c'est au final de jamais le faire et de vous retrouver un jour avec, parce que ça peut quand même arriver au bout d'un moment quand on est plus vieux, ne plus avoir la possibilité d'entreprendre parce que on a une famille, on a un crédit, on a machin, un truc. Quand on est jeune, c'est le meilleur moment de le faire. Donc bosser le week-end, ça se fait quand on a une copine qui est conciliante, quand on a une femme, 4 enfants et un crédit et un chien, c'est beaucoup plus compliqué. Je voudrais juste rajouter une petite chose à ça qu'on apprend. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et c'est surtout qu'il y a aussi une chose à savoir, c'est qu'il faut toujours aussi savoir se fixer des limites. Les limites, on les a souvent quand on a un fonds, puisque en fait on a des reporting quotidiens, donc à un moment donné c'est lui qui va dire stop, là on arrête. Mais il faut savoir se fixer des limites. Moi je peux en parler parce qu'on l'a connu avec Likiwi, c'est-à-dire que Likiwi ça a été notre première entreprise, ça a été notre premier projet. Il a fonctionné, mais il n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Et en fait, souvent, alors plus on a d'associés, plus ça peut être compliqué pour se mettre d'accord quand même, parce que ça reste son bébé. Mais à un moment donné, il faut se dire que faut arrêter, faut aller faire autre chose, parce qu'effectivement, les idées, il y en a plein. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément sur un projet. Vous avez créé une boîte, ça n'a pas marché, vous allez en créer une deuxième, une troisième. C'est vrai qu'en France, on a souvent cette peur de l'échec et on n'ose pas en parler parce qu'on dit c'est pas bien, j'ai raté, je suis un raté, je suis dans mon coin. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Et même si vous faites de l'entrepreneuriat, vous créez votre boîte et que ça marche pas, il faut se dire qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait en étant entrepreneur, vous avez quand même acquis, vous avez acquis une certaine expérience et que ça se valorisera plus tard de toute manière, même si vous avez échoué dans votre entreprise. Donc, il ne faut vraiment pas avoir de soucis là-dessus. Petite anecdote sur le mec qui a fondé Zenly. Zenly, c'est une app qui cartonne en ce moment, qui est annoncée comme le prochain Snapchat. Mais un des mecs qui a fondé Zenly, il a planté 8 boîtes avant, en ce moment, de réussir sur une application B2C. Ok, et moi je vais jouer le vieux là. Ça fait 15 ans en fait que je vois l'accompagnement des startups en France. Et quand on observe en fait les difficultés qu'il y a à monter une boîte en France et que je vois en fait leur envie d'entreprendre, je les trouve complètement naïfs quoi. Mais je trouve ça génial en fait parce qu'il faut être naïf pour pouvoir se lancer là-dedans et c'est vrai, il faut avoir envie de jouer, faut avoir envie et faut se lancer dans le jeu et ça c'est plaisant en fait. Si à votre âge vous n'avez pas envie de jouer et vous vous lancez pas là-dedans, il ne se passera rien quoi. Donc il ne faut pas hésiter et en plus on peut se permettre d'observer depuis 2012 où je vois en fait le nombre de startups qui sont lancées dans l'école, et le nombre de réussites est bien au-delà en fait de ce que je pouvais observer moi dans des chercheurs qui montaient leur boîte auparavant, mais vraiment bien au-delà. Donc vous avez le bon rôle et il faut continuer quoi. Finalement, en fait, il vaut mieux être un imbécile heureux, quoi. Ça marche bien. Heureux, c'est un peu d'esprit. Bon, effectivement, on est naïf. Bon, après, on peut vous parler des huissiers qui débarquent parce que l'URSSAF n'a pas été payé. On peut vous parler de plein de choses. Hein, je suis content de pas avoir eu cette plainte. Mais si, on l'a eu, nous, par des erreurs de comptables, des oublis de déclarations TVA, etc. Bon, on en a, ça fait partie aujourd'hui, effectivement, du lot de l'entrepreneur.
Et effectivement, comme je dis, hein, c'est pas facile tous les jours, mais bon, voilà, quand on a cette envie et qu'on a envie, bah, finalement, en plus, comme le disait Vianney, c'est que on est jeune, voilà, on n'a pas de famille, on n'a pas de charge, donc effectivement, souvent c'est la meilleure période pour le faire. Souvent, avec un peu de chance, on a papa-maman qui nous héberge quelques années en plus, qui nous nourrissent, etc. Donc on peut avoir, voilà, on peut avoir un soutien, parce que soyons honnêtes, au démarrage, c'est pas forcément facile. Et surtout, vous êtes bien câblé pour pouvoir répondre à chacun des problèmes qui vont arriver. On espère. Par votre formation. On reste des imbéciles quand même. Hein, Pour le coup, c'est vrai que c'est un truc intéressant ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'on critique tous le CE quand on y est. Finalement, quand on sort 1 ou 2 ans après, on se rend compte que c'était pas si mal la formation qu'on a eue, que en fait, rien que quand on arrive à l'ESCP, bah, tu te rends compte que tu as une certaine ouverture d'esprit, je trouve, par rapport aux autres, où tu as été formé sur différents sujets, comme la compta, c'est tout con, mais en fait c'est assez rare. Donc finalement, beau boulot. Très bien, ben, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ces échanges. Si vous avez des questions, est-ce que des questions se profilent? Ouais. Du coup, j'avais une question vis-à-vis du crowdfunding. Vous disiez que vous aviez été certifié. J'avais eu un avis d'un de mes amis qui m'avait dit que c'est une mauvaise option pour lancer sa boîte parce que les utilisateurs qui ont investi dans votre société vont vous sentir redevable et vous sentir votre société redevable vis-à-vis de ça. Pourquoi ce serait une mauvaise chose vis-à-vis des clients? Bah, Lamia, elle est venue me voir tout à l'heure pour me dire j'ai toujours pas reçu mon pack pistache. Ça, en vrai, ça fait 1 an et demi, donc c'est quand même un peu ma faute. Mais il est très probable que je lui ai envoyé le mail en lui demandant son adresse et qu'elle m'ait juste pas répondu et que du coup le truc ne soit jamais été envoyé. Ce que tu dis est vrai. Moi, je pense pas que ce soit la raison principale qui fait qu'on n'aurait pas dû le faire. A posteriori, on n'aurait peut-être pas dû le faire, effectivement, parce que ça nous a compté 3 mois de 2 des fondateurs à temps plein. Donc 20 000 € pour 3 mois de 2 fondateurs, c'est peut-être pas rentable. Par contre, la question du côté être redevable, je ne l'ai pas tellement senti. En fait, c'est vrai que tu as souvent, pendant tes soirées entre potes, des potes qui viennent te voir en disant j'ai pas reçu mon t-shirt pistache. Ça t'a quand même permis de valoriser un peu ta boîte avec 20 000 € pour éviter de te faire diluer dès le départ. En fait. Si, c'est vrai que, en fait, je sais pas comment est-ce qu'on aurait fait pour financer le projet si on n'avait pas eu ces 20 000 €. Mais en soi, 20 000 € à trouver, je pense que on aurait pu se débrouiller autrement. Moi je suis pas trop d'accord avec toi. Déjà, nous on a dû passer genre 3 mois pour gagner le Muji et faire liker des vidéos, donc on n'a même pas produit un truc, on n'a pas trop clair. Mais par contre, il faut savoir qu'en fait ton client considère toujours que tu lui es redevable dans la mesure où il te paye quelque chose. Enfin, en fait, le crowdfunding c'est juste aller vendre sur un canal différent. Et je dirais même que sur le crowdfunding ils sont indulgents parce qu'ils savent que tu vas le créer pour eux. Donc ils savent qu'il peut y avoir plein d'erreurs et que peut-être que c'est peine perdue. Je pense que si jamais, je pense que si tu avais vendu sur Maspatule, sur je sais pas, Kickstarter ou n'importe quoi, le dernier fouet, je sais pas, connecté, les mecs, ils auraient pu avoir des attentes bien élevées, des attentes, mais au final, c'est un truc innovant. Bon, bah, le fouet est pas si génial, tant pis, c'est comme ça. Je connais Kickstarter, je sais que si je mets de l'argent dessus, déjà ça va mettre je sais pas combien de temps à arriver, puis quand ça arrive, c'est pas forcément aussi cool que ce que je pensais. Par contre, aujourd'hui, si elle vend le même fouet connecté sur ma spatule, et que le fouet il n'est pas à la hauteur des espérances, ben là elle se fait démonter. Là. Moi je suis pas d'accord avec toi, justement, sur Kickstarter, sur des trucs de crowdfunding, les mecs sont vachement indulgents par rapport à un client. Et un client après, avoir un client mécontent, c'est pas forcément une mauvaise. Enfin, en B2B, en B2C, c'est peut-être plus grave qu'en B2B, mais c'est pas forcément un mal. En B2B, avoir un client, souvent un client mécontent, c'est celui qui devient ton meilleur prescripteur. C'est-à-dire qu'en fait, un mec qui est pas content, il va vouloir te parler, hein. Il va vouloir en avoir pour son argent, il va te rappeler, il va vouloir arranger les choses, etc. Et si tu joues le jeu et que tu dis ah ouais, là c'est vrai qu'on a déconné, même si tu es persuadé que tu avais raison, hein, tu dis ah ouais, là c'est vrai qu'on a déconné, bon bah voilà ce qu'on va faire, on va arranger les choses et tu vas le brosser dans le sens du poil. Le mec, il va tellement se sentir valorisé qu'il va aller voir tous les mecs à côté qui pourraient avoir le même besoin et il va leur dire ouais bah franchement, bon c'est un peu grâce à moi qu'aujourd'hui ils vendent à mon prix, hein, ils vendent à mon truc, mais bon aujourd'hui ils vendent à mon truc. Et donc ça, c'est pas forcément un mal d'avoir un client mécontent non plus. Bah, je suis relativement d'accord dans le sens où nous, quand on a un client mécontent, on se prend un message immédiat sur les stores du genre nul.
C'est pour ça que je pense qu'il y a une différence entre B2B et B2C et que j'ai bien souligné le truc. Mais par contre, je pense qu'ils sont quand même plus indulgents quand ils viennent d'une plateforme de crowdfunding que quand ils viennent d'une plateforme commerciale. Et puis c'est ce que je disais à Thibaut, à nouveau là ça dépend du projet et de ce que tu veux en faire et de combien tu vas avoir besoin, parce qu'en fait cette plateforme de crowdfunding ça a été très pratique pour en fait à nouveau tester le produit. Donc si tu as besoin, souvent tu as besoin de 30, 50 000 euros, tu ne les as pas, ça te permet de les avoir, de ne pas te faire diluer et de pouvoir aussi valoriser quelque chose, parce qu'attention on parle de levée de fonds, mais les levées de fonds, selon le stade auquel on le fait et selon la somme que l'on lève, bon, ça peut, effectivement, à un moment donné, on peut être dilué. Donc, et puis on rentre dans un autre processus, hein, clairement, attention, à fond, ça devient plus lourd. Donc, en fait, tu as cette liberté à travers le crowdfunding quand même, quoi. Et là où tu as raison, c'est que, à mon avis, la plus grande value du crowdfunding qu'on a fait, c'est que ça fait énormément parler du projet Pistache. Tout le monde, du coup, autour de nous était au courant et on a eu des relais médias au moment de la sortie. Les journalistes parlaient de nous en disant l'application qui a levé X milliers d'euros sur Kickstarter. En plus de ça, on a bénéficié de la sortie de Kickstarter en France. Donc on a été positionné parmi les premiers projets de la plateforme Kickstarter France. Donc je pense que d'un point de vue média, visibilité et valorisation du projet de manière plus générale, ça avait un impact très positif. Vous avez tous les trois insisté sur le fait qu'il ne fallait pas hésiter à se lancer, que se planter faisait partie du jeu. Vianney, tu disais que voilà, la première idée qu'on a est souvent pas la bonne, qu'il faut la changer. À quel moment on sait qu'on s'est planté, à quel moment on sait qu'il faut changer d'idée et pas insister dans une direction? Est-ce que vous êtes vous personnellement fixé, je sais pas, une limite en vous disant si j'atteins ça, je change, je fais quelque chose? Quand tu prends un mur, tu as la donnée. Hein. Tu le sens, enfin, quand tu te plantes, tu te rends compte. C'est simple, hein, tu essaies de vendre, les gens ne t'achètent pas ton produit ou ton service, tu te remets en question. Tu vois. La première façon, donc, tu sais, je te disais, il faut beaucoup parler de son produit, de son service, de son projet. La première façon de voir qu'on s'est planté, c'est quand tout le monde te dit que ton projet a un problème. Ou alors que tout le monde te dit que pour la même raison, tout le monde est d'accord, entre guillemets, pour dire que c'est telle raison qui fait que ton produit n'est pas adapté. Après, on peut s'entêter, nous ça nous est déjà arrivé de s'entêter un peu trop dans une offre ou dans un prix qu'on vous avait fixé pour une offre, etc. Et de se rendre compte qu'au bout de 6 mois, qu'on est complètement à l'ouest, et faut se débrouiller pour capitaliser sur les 6 mois où on s'est planté, pour trouver un truc rapidement, pour pivoter de la bonne façon et surtout tirer de l'expérience de tous les échecs qu'on peut avoir pour pas que ça soit trop dramatique. Après, la manière la plus simple, parce qu'après sinon c'est la banqueroute, là tu le sais généralement, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de boîtes à qui ça arrive, parce qu'on rigole, mais souvent en fait on se rend pas compte qu'un jour, là il n'y a plus de cash, c'est terminé. Effectivement, ça arrive beaucoup. La chose que nous on s'est toujours fixé, mais ça aussi c'est lié aussi à des fonds et notre manière de fonctionner, c'est qu'on a toujours tenu des tableaux. Alors après il y a des indicateurs qui sont plus importants que d'autres, mais à un moment donné, quand on n'a pas de rentabilité, qu'on n'arrive pas à payer les salariés, etc., ça en fait partie. Et donc on s'est toujours dit, c'est même pas se dire, bon, en dessous de tel chiffre d'affaires, c'est aussi en fonction des exigences de chacun, mais c'est de fixer des chiffres en disant, en dessous de ça, on arrête, ou alors on fait un point, effectivement, avec le fond, et on se demande ce qui se passe, et si on continue. Mais effectivement, nous, ça a toujours été ça. On a un tableau de bord, on a en fait la ligne un peu cata, avec ces chiffres-là, et si on descend en dessous de ça, on fait un point avec le fond. Jusqu'à maintenant, ça s'est pas passé, on a eu quelques indicateurs qui sont passés un peu dans le rouge, bon, on en a discuté avec le fond, on a essayé de rebondir sur d'autres choses, effectivement, le B2B en fait partie, hein, on a fait des appels d'offres, etc. Mais, revoir effectivement, parce que pivoter, ça fait partie aussi du job, mais pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ça reste d'avoir des chiffres et de se dire, et pas de se dire, oui, bon là, on a perdu des clients, on va continuer, là, on a perdu ci, on va continuer, s'entêter, parce que s'entêter, c'est notre job, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop et s'arrêter, parce que sinon, ça fait beaucoup plus de dégâts que d'autres choses, finalement. Pour aller dans son sens, nous, on a défini quelque chose de très précis. On a défini une zone noire, une zone grise et une zone verte. Si on atteint les chiffres de la zone verte, tout va bien. Si on atteint les chiffres, si on est en dessous des chiffres de la zone noire, et du coup on arrête le projet immédiatement et on regarde tous les trimestres. Et si on est dans la zone grise un trimestre, on s'accorde un second trimestre et à la fin du deuxième trimestre, on arrête si on est toujours dans la zone grise. Bon,
Après, soyons honnêtes, hein, normalement dans une boîte, on a quand même des indicateurs qui nous permettent, par exemple, on a comptable, qui souvent nous dit là ça va pas très bien, on peut avoir notre entourage qui dit bon là c'est bizarre, les ventes sont pas bien, enfin après on peut avoir plein d'indicateurs hein, aussi, enfin plein de gens qui, comme le disait Vianney, si tout le monde te dit que ton projet est pourri, effectivement à un moment donné on va avoir des problèmes. Mais voilà, il y a plein de. Le comptable souvent dit ah là ça va pas, ou tu le vois bien sur ton compte quand à un moment donné il y a des mois où ça va moins bien que d'autres, et là tu te dis bon je vais quand même regarder ce qui se passe. Donc généralement c'est rare que ça arrive brutalement, mais c'est arrivé. Enfin moi je connais des boîtes qui ont déposé le bilan comme ça en se rendant pas compte qu'il n'y a plus de trésor, voilà, mais c'est souvent lié aussi à des problèmes d'équipe derrière. Mais bon voilà, tu as plein de petites étapes qui normalement te font prendre conscience que tu es dans une période plus noire que verte, quoi. En fait, le plus gros problème qui nous concerne peut-être plus nous, c'est quand tout le monde te dit que ton projet est génial et que derrière, il génère pas d'argent. Donc il est peut-être pas si génial que ça. C'est pour ça que nous, on a mis en place ce système qui est extrêmement strict et qui est basé sur des données et des métriques très tangibles. Votre meilleur souvenir? Notre meilleur souvenir, c'est quand on a levé des fonds. On a commencé à chercher des fonds au bout d'une semaine, on a levé 50 000 euros, au bout de 2 semaines, on a levé 200 000 euros. On avait l'impression d'être les rois du monde. On s'est dit, mais attends, on s'emmerde à essayer de gagner de l'argent en vendant des audits énergétiques et des machins. On fait ça, on lève 250 000 balles, il faut faire ça comme métier, c'est génial. C'est vrai que banquier, ça va être sûrement un super job. Moi, c'est aussi lié à la levée de fonds. On va avoir un fonds d'investissement. On n'est pas au début de notre démarche, donc on s'est pris déjà quelques râteaux. On pitch pistache, ça se passe pas trop mal. On dit comment est-ce que vous voyez le projet. Les gens en face de nous, ils sont très stoïques, ils me disent ouais, ok, on sait pas trop. On part du rendez-vous, on rentre dans le métro, on reçoit un coup de fil. C'est Ben qui décroche, Ben notre responsable financier. Thomas et moi on déconne en disant ouais, tu vas voir, ils vont me dire qu'ils acceptent et qu'ils prennent tout. Ben qui raccroche, qui dit merci, qui raccroche et qui me dit bah ouais, ils prennent tout. Ils ont dit arrêtez de chercher, on prend tout. C'est comme ça que s'est fait notre levée de fonds. Moi, je crois que ça a été la première embauche, parce qu'en fait, c'est là qu'on prend conscience qu'en fait, on a réussi, mine de rien, même si ça reste une start-up et qu'on était les deux fondateurs, en fait, on se dit quand même qu'on a réussi à faire en sorte que finalement, on arrive à faire manger quelqu'un, on arrive à la payer, on a réussi finalement une partie de notre job qui était de créer des emplois, puisque l'entrepreneuriat, c'est quand même ça. C'est de créer sa boîte, mais c'est aussi de créer des emplois, pas faire son truc tout seul dans son coin. Donc pour moi, ça restera effectivement la première embauche. Moi, j'en ai plein d'autres qui viennent, du coup, je vais tous vous les dire. Alors, je vais vous en dire juste un de plus. La vie d'un entrepreneur et de la vie des entrepreneurs qui travaillent, enfin des associés qui travaillent pour une boîte, c'est vraiment en fait des vagues. C'est-à-dire qu'il y en a soit on est au plus haut, soit on est au plus bas, on est rarement entre les deux. Et donc c'est pratique d'être plusieurs associés parce que ça permet qu'il y en ait toujours un qui est en plus haut quand les autres sont au plus bas, ou ça permet de se tirer vers le haut, qu'il y en a un qui tire les autres vers le haut. Ou qu'il y en a plusieurs qui tirent celui qui est pas bien vers le haut. Je me souviens qu'il y a un jour, on était tous dans le fond du trou, on n'arrivait pas, on avait du mal à trouver des clients, c'était compliqué commercialement, c'était dur, etc. C'était au début de l'année 2015, je crois. Et juste après, mais genre 10 minutes après avoir fait une réunion entre nous en se disant bon bah là c'est vraiment la merde, il va falloir qu'on trouve une solution, etc. On reçoit un appel du groupe Lagardère qui nous annonce qu'on est sélectionné pour un contrat de 250 000 euros. Donc là, on changeait de dimension. Je me souviens très bien, un truc qui m'a fait marrer, c'est que moi en plus j'étais au téléphone avec le mec. Donc le mec, c'est un patron de Lagardère, c'est pas Arnaud Lagardère, mais c'est un mec avec qui il bosse. Moi je suis en bureau, j'en suis un peu sur le cul, je suis là, ah bon, on va travailler ensemble, ok, machin. Et je vois mes associés qui terraient une tête de 6 pieds de long 2 secondes avant, qui s'interrompent, qui me regardent et qui commencent à jouer au cheval, enfin qui font le cheval dans le bureau comme ça, ils sont là. Et sur le coup, on recommence. Donc moi j'essaie de rester un peu sérieux et de pas crier tout de suite. Et sur le coup, vraiment, tu sais, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Tu sens que tu as des frissons partout et tu fais oh, qu'est-ce qui m'arrive là, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, je pense que c'est un de mes très beaux souvenirs. Je suis d'accord avec toi, le jour où on a les deux premiers CD qu'on a signés, je pense que c'est une des plus grosses cuites de ma vie aussi. Un truc très marrant aussi qu'on a fait dans le cadre du master ESCP, c'est qu'on nous a dit vous avez 24 heures pour ramener le plus d'argent possible. Et dans la thématique faut se bouger le cul, faut juste se lancer, et ben ça nous a mis un coup de boost mais incroyable.
Et par groupe de 4, tu as eu 5 groupes de 4 qui ont été lâchés dans Paris pendant 24 heures. Tu as des idées starbées qui sont apparues, et à Trans, je crois qu'on a ramené 900 € en une journée. C'est pas déconnant, mais pour info, je crois que le record le record, je crois que ça a été fait par un MBA aux États-Unis où en 24 heures ils sont allés chercher 15 000 €. Je sais pas comment ils ont fait. C'est vrai que le petit plaisir quand même qu'on a au quotidien, c'est le petit plaisir, c'est quand on voit des personnes connues. C'est le jeu dans la boîte, effectivement, tu entends un joueur de football, si, ça, et c'est le petit truc un peu marrant, on va dire au quotidien, c'est de se dire, voilà, en fait, on se dit surtout que, effectivement, c'est que s'il y a des gens, on a eu Inès de la Fressange récemment, et on se dit, bon, si elle commande sur notre site, c'est que c'est pas totalement pourri non plus, donc on se dit que c'est sympa d'avoir on a eu le joueur de foot de Buchy, sa femme à Londres, voilà, donc c'est à chaque fois sympa, et là, en fait, il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui se bat pour appeler, pour dire, on vous remercie pour votre commande, il y a toujours, généralement on le fait pas, enfin, il y a des mails, c'est en automatique et tout, et là, il y a toujours quelqu'un qui dit, moi je vais appeler cette personne, je vais la remercier parce qu'elle a passé beaucoup d'argent, et il y a toujours un qui se bat pour dire, attendez, je vais appeler là, parce que quand même, grosse commande, je vais quand même la rassurer, lui dire que tout va bien, tout va partir, et donc ils se battent tous les jours quand ils ont des commandes comme ça, en se disant, non, c'est moi qui appelle, on a des bagarres de temps en temps, donc je vais tirer à la courte paille en disant, aujourd'hui c'est toi, demain c'est toi, donc c'est des petites choses marrantes du quotidien. Comment vous avez choisi votre nom de votre boîte? Nous, c'était facile, on galérait pendant 3 semaines, et t'as notre coach qui nous a dit t'as une tâche pistache. Et comme la tâche était le cœur du concept de pistache, on s'est lancé là-dessus. D'ailleurs, ça nous a posé énormément de problèmes après, parce que pistache en anglais c'est imprononçable, et ça se dit pistachio, donc on ne sait pas trop ce qu'on va faire encore pour l'internationalisation. Nous, on a rouillé l'INPI, les noms de domaine qui étaient dispo. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a énormément de concurrents qui s'appellent GreenGest, GreenFlex, GreenAffaires, Green Machin, enfin il y en a énormément. Et nous, je pense on s'est sûrement appelé à un moment donné Green Conseil, je sais pas, enfin on a eu plusieurs noms, on les a enchaînés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sonne bien, qui nous plaise, et qui soit dispo juste en nom de domaine à l'INPI. Nous, en fait, on s'est dit qu'on voulait un nom en lien avec l'ustensile de cuisine, et par chance, ma spatule, c'était pour on a essayé ma cuillère, plein de choses comme ça. Et en fait, on trouvait le nom sympa, et c'est surtout qu'en fait, on a fait bosser tous nos potes dessus, genre nos associés, tout le monde, on a fait bosser tout le monde dessus, et qu'en fait, ce nom est revenu plusieurs fois. Alors, il y avait ma spatule, il y avait ma cuillère, et 2-3 trucs comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais du coup, au démarrage, on avait un problème, parce que les gens pensaient qu'on vendait que des spatules. Donc on était un peu limité, mais aujourd'hui je crois qu'ils s'y font et qu'on vend plein d'ustensiles, mais c'est vrai que nous en fait on s'était attaché au fait que pour ce domaine-là on voulait quelque chose qui avait un rapport avec la cuisine. S'il n'y a pas d'autres questions, oui. Thibaut, tu nous as dit au début qu'après une conférence ou un concours, tu t'es rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs, par exemple le marché, la monétisation. Quelles étaient ces erreurs? Et comment t'es venu? En fait, c'était un salon où on a présenté Pistache. Nous, on s'est rendu compte juste après qu'on avait généré 800 téléchargements, juste après le salon, et pendant le salon. Et on s'est rendu compte qu'une semaine après, il n'y avait plus personne dans l'application. Et on a testé pendant 1 mois d'améliorer les trucs, d'injecter un peu d'argent en com pour générer les téléchargements et le retester. Et on s'est rendu compte que l'ergonomie, elle n'était pas bonne, que la tranche d'âge qu'on ciblait, elle n'était pas bonne, que la monétisation... en fait, qu'on avait voulu faire quelque chose de beaucoup trop complexe, beaucoup trop vite. Donc on avait un parcours qui était biscornu, avec trop de fonctionnalités. Et c'est souvent le cas, je pense, quand on veut monter un projet, on veut que son projet il fasse tout dès le début. Alors qu'en fait, je pense que tu peux tout résumer avec une, deux core features qui sont vraiment ce pourquoi les gens viennent sur ton projet. On a tout repris, ça a pris 6 mois, on a failli arrêter le projet à cette époque-là. Bon, s'il n'y avait pas d'autres questions, je vais vous remercier tous les 4 pour la qualité en fait, de vos interventions. Je pense que du coup vous êtes en mon sens finalement les dignes représentants, j'ai envie de dire, de l'école. Je pense que vous êtes aussi la fierté de l'école et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité organiser cette conférence. Donc merci beaucoup à vous et merci aussi à tous d'avoir participé.